À 7h20, un mardi matin, ma belle-fille a appelé pour me dire que mon mari était mort pendant la nuit. Puis elle m'a dit qu'il lui avait tout laissé. Mon mari était assis à 1 mètre de moi, coupant calmement une tranche de pain grillé. Mon père est mort la nuit dernière, a dit Nicole, et sa voix était si plate que cela rendait toute la situation encore pire. François a cessé de bouger. Pas de façon dramatique. Il a juste tenu le couteau au-dessus de son assiette et m'a regardé. J'ai mis un doigt sur mes lèvres. Nicole a continué. Il m'a tout laissé. La maison, l'argent, tout. Vous n'aurez rien. Avant que je puisse répondre, j'ai entendu Bertrand en arrière-plan, son mari. Il a eu un petit rire et a dit, « Enfin, vous êtes dehors. » C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est figé. J'ai appuyé sur le bouton du haut-parleur et j'ai posé mon téléphone sur la table de la cuisine. Nicole a commencé à parler de venir plus tard dans l'après-midi pour sécuriser les biens de papa. Elle a dit que je devrais probablement commencer à faire mes valises parce qu'il n'y avait aucune raison de rendre les choses plus difficiles qu'elles ne devaient l'être. En face de moi, François a lentement posé sa fourchette. De Nicole, le silence. Un long silence. Puis François s'est penché vers le téléphone. « Avant que tu ne vides ma maison, ma chérie, est-ce que je pourrais finir mon petit déjeuner ?» J'ai entendu Bertrand marmonner quelque chose qui ressemblait à « C'est quoi ce bordel ?» Puis l'appel s'est terminé. François a fixé mon téléphone. Pendant peut-être 5 secondes, aucun de nous n'a dit quoi que ce soit. La cafetière a cliqué derrière moi. Quelque part dehors, un de nos voisins a démarré une tondeuse à gazon, ce qui semblait absurdement normal. Finalement, François a dit, elle avait l'air déçue. Cela l'a blessé plus que l'argent. Je pouvais le voir. François avait 66 ans à l'époque, et la retraite ne lui avait pas été particulièrement douce. Il avait vendu son entreprise de plomberie commerciale 3 ans plus tôt, après près de 4 décennies à monter sur des échelles, à ramper sous des éviers et à rentrer à la maison avec des bleus dont il ne se souvenait pas s'être fait. Une fois qu'il a arrêté de travailler, le poids est arrivé rapidement, presque 15 kilos. Son genou droit avait été remplacé et se plaignait encore chaque fois que le temps changeait. Son cœur avait commencé à faire des siennes. Un de ses médicaments lui donnait des vertiges s'il se levait trop vite. Il y avait des matins où l'homme qui transportait autrefois des chauffe-eau dans des escaliers de sous-sol avait besoin de mon aide pour enfiler ses chaussettes de compression. Il en plaisantait, la plupart du temps. 2 nuits avant l'appel de Nicole, François avait eu une douleur à la poitrine pendant que nous regardions les informations locales. Je l'ai conduit à l'hôpital IULS North à Carmel, où ils l'ont gardé pour la nuit parce que son rythme cardiaque était irrégulier. Il est rentré à la maison le lundi après-midi, fatigué, agacé et convaincu que le porridge de l'hôpital avait été conçu comme une punition. Cela aurait dû être la fin de l'histoire. Mais plus tard, nous avons appris que notre voisin, Thomas, avait laissé un message vocal à Nicole après avoir vu l'ambulance. « Ton père a eu une autre alerte », avait-il dit. Eliane l'a ramené. Ça n'avait pas l'air bon. Nicole a appelé l'hôpital cette nuit-là. Elle n'était pas désignée comme le contact médical de François, donc personne ne lui a donné beaucoup d'informations. Le lendemain matin, François était déjà sorti. Apparemment, elle a appelé son ancienne chambre et on lui a dit qu'il n'était plus là. Ce qu'elle n'a pas fait, c'est m'appeler pour demander « Est-ce que papa va bien ?» Elle est passée directement à « Papa est mort ». Et puis directement à l'héritage. Cette partie me dérangeait. François a repoussé son assiette. Comment sait-elle ce que dit mon testament? J'avais déjà une réponse que je ne voulais pas lui donner. 3 semaines plus tôt, j'étais entré dans le bureau de François et j'avais trouvé Nicole accroupie à côté du tiroir inférieur du classeur. Elle s'est relevée trop vite. « Oh, salut. Qu'est-ce que tu cherches ?» Les vieux papiers d'assurance de papa. Elle a souri comme si de rien n'était. J'ai laissé tomber. Pendant 14 ans, j'avais travaillé très dur pour ne pas devenir la seconde épouse suspicieuse. La première femme de François, Suzanne, était morte d'un cancer de l'ovaire des années avant qu'il ne me rencontre. Nicole était adulte quand nous nous sommes mariés, et je n'ai jamais essayé de remplacer sa mère. Pendant longtemps, Nicole et moi nous entendions bien. Puis François a pris sa retraite. Sa santé a changé, et les questions de Nicole ont changé avec elle. Combien papa a-t-il touché quand il a vendu l'entreprise? A-t-il jamais vendu cet entrepôt?
À quel nom est la maison maintenant? François avait toujours une explication. Elle est juste curieuse. Elle s'inquiète pour moi. C'est ma fille. Alors, j'ai arrêté d'insister. Ce matin-là, j'aurais aimé ne pas l'avoir fait. À 8h03, le téléphone portable de François a sonné. Son avocat, Martin Lefebvre. François a répondu. Bonjour, Martin. Il y a eu une pause. Puis le visage de François a changé. Non. Je suis assis dans ma cuisine. Une autre pause. Je l'ai regardé se redresser sur sa chaise. Martin avait reçu un appel ce matin-là de quelqu'un prétendant que François était mort. Pire, cette personne avait mentionné la date d'un testament que François avait signé 12 ans plus tôt, avant de m'épouser. Selon cet ancien testament, Nicole héritait en effet de presque tout. Quand François a raccroché, il a regardé vers le couloir où se trouvait son bureau. Puis vers moi. Elle ne pleurait pas ma mort, a-t-il dit. Je n'ai pas répondu. Il a dégluti. Elle m'attendait. Martin nous voulait dans son bureau immédiatement. François s'est levé lentement, en ménageant son mauvais genou. Son petit déjeuner était intact derrière lui. Et pour la première fois ce matin-là, j'ai réalisé que l'appel téléphonique de Nicole n'était peut-être pas le problème. C'était peut-être l'erreur qui avait exposé le vrai problème. Le bureau de Martin Lefebvre était près de Keystone at the Crossing, à environ 20 minutes de notre maison si la circulation était fluide. C'est moi qui ai conduit. Cela comptait plus pour François qu'il ne voulait l'admettre. Pendant la plus grande partie de notre mariage, il avait conduit partout, voyage en voiture, dîner, rendez-vous chez le médecin, même les 3 pâtés de maison jusqu'à CVS alors que j'aurais pu y aller à pied. Il aimait être au volant. Mais après son opération du genou et les vertiges dus à ses médicaments, j'étais progressivement devenue la conductrice. Ce matin-là, il était assis sur le siège passager de son propre F-150, regardant à travers le pare-brise. « Ça va ?» ai-je demandé. « Apparemment, je suis mort, Eliane. J'ai connu de meilleurs mardis. » J'ai souri, mais pas lui. Martin nous attendait à notre arrivée. Il avait 62 ans, les cheveux argentés, prudent avec ses mots, et il s'occupait des documents commerciaux et successoraux de François depuis des années. Il a fermé la porte de son bureau et a posé un dossier épais sur la table de conférence. Premièrement, a-t-il dit, vous êtes de toute évidence en vie. François s'est regardé. Bon début. Martin a presque souri. Puis il a ouvert le dossier. L'Ancien Testament était exactement là où il devait être. François l'avait signé 12 ans plus tôt, avant notre mariage. Nicole était la principale bénéficiaire. Il y avait un don de bienfaisance à la Fondation pour les enfants de Riley, mais la majeure partie de la succession lui serait revenue directement. François a fixé les pages. Elle a vu ça. Je ne peux pas le prouver, a dit Martin, mais la personne qui a appelé ce matin connaissait sa date. Ce que Nicole ne savait apparemment pas, c'est que le document avait été remplacé 5 ans plus tôt. Le plan successoral actuel de François n'avait rien à voir avec l'ancien. J'avais une protection s'il mourait le premier. Je pouvais rester dans notre maison. Mon argent de retraite restait le mien. Nicole héritait toujours d'une somme substantielle, et François avait créé des fonds d'éducation pour ses petits-enfants. Personne n'avait déshérité Nicole. Elle ne recevait simplement pas tout. François s'est penché en arrière. Elle pensait qu'Eliane perdrait la maison. Martin a joint ses mains. Si elle croyait que l'Ancien Testament était toujours en vigueur, oui. François m'a regardé. Elle pensait que tu ferais tes cartons avant même que ma nécrologie ne soit imprimée. Il n'y avait pas grand-chose que je pouvais répondre à cela. Puis Martin nous a donné la partie à laquelle nous ne nous attendions pas. Nicole et Bertrand avaient visité son bureau 6 mois plus tôt. Ensemble, ai-je demandé. Ensemble. Ils n'avaient pas posé de questions directes sur la succession de François. Martin n'en aurait de toute façon jamais discuté avec eux. Au lieu de cela, ils avaient demandé ce qui se passait lorsqu'un parent vieillissant devenait incapable de gérer son argent. La tutelle, les procurations, qui pouvait prendre le contrôle des comptes, si un enfant adulte pouvait intervenir si un conjoint prenait de mauvaises décisions. Mon estomac s'est noué. Je me suis souvenu de Thanksgiving. Bertrand se tenait dans notre cuisine avec une bière pendant que François luttait pour se connecter à un compte sur son téléphone.
Bertrand a ri et a dit, un de ces jours, on va devoir te confisquer ces mots de passe, François. Tout le monde a ri, y compris moi. Assise dans le bureau de Martin, ça ne me paraissait plus drôle. Sur le chemin du retour, François n'arrêtait pas de défendre Nicole. Peut-être qu'elle avait paniqué. Peut-être que Bertrand lui avait mis des idées en tête. Peut-être qu'elle avait vraiment cru au pire après avoir entendu parler de l'hôpital. Finalement, je me suis arrêté chez Panera parce qu'aucun de nous n'avait beaucoup mangé. Nous nous sommes assis près de la fenêtre avec une soupe et un café. François, ai-je dit, croire que tu étais mort n'explique pas pourquoi elle savait déjà ce qu'elle prévoyait de faire de la maison. Il a remué sa soupe sans la manger. J'ai immédiatement regretté de l'avoir dit si sèchement. C'était sa fille. Je pouvais être furieuse contre elle et comprendre quand même qu'il se souvenait d'une Nicole complètement différente, la petite fille derrière le vélo de laquelle il courait, l'adolescente dont il ne manquait jamais les matchs de softball. La jeune femme à côté de laquelle il s'est assis quand sa mère est morte. Après un moment, il a dit, peut-être que je devrais l'appeler. Pourquoi faire? Pour lui dire que tu as fait une guérison miraculeuse? J'ai ri avant de pouvoir me retenir. Il a finalement souri. C'était tout François. Même un jour terrible, il pouvait généralement y trouver un petit coin sec et drôle. Le sourire n'a pas duré longtemps. Nicole et Bertrand sont arrivés chez nous vers 16 heures. Nicole est entrée en pleurant. Elle a serré François dans ses bras. Oh mon Dieu, papa, je suis tellement désolée. L'hôpital ne voulait rien me dire. Je pensais que tu étais parti. François s'est tenu raide dans ses bras. Tu aurais pu appeler Eliane. Nicole a reculé. Je ne réfléchissais pas. Bertrand est intervenu. On a eu peur. J'ai failli demander quelle partie l'avait effrayé au point de rire à l'idée de me mettre dehors, mais j'ai gardé ma bouche fermée. Puis la conversation a changé. Lentement au début. Bertrand a mentionné la conduite de François. Nicole a évoqué la facture d'électricité en double que François avait payée plusieurs mois auparavant. Puis ses médicaments. Puis la fois où il a oublié un rendez-vous. Finalement, Nicole a dit, « Papa, on s'inquiète pour toi. » L'expression de François s'est durcie. « Pour moi ou pour mon argent? Ne fais pas ça. » Je pose la question. Nicole m'a regardé. C'est exactement ce que je veux dire. Depuis qu'Eliane a commencé à tout gérer. J'ai géré les choses parce que ton père a eu une opération du genou. Tu contrôles qui lui parle. J'ai carrément ri. Je suis juste là, Nicole. Lui aussi. Elle m'a ignoré. Nous avons parlé à un avocat. François est devenu silencieux. À propos de quoi? Nicole a pris une profonde inspiration. La tutelle. Le mot a changé l'atmosphère de la pièce. François l'a dévisagé. Tu veux qu'un juge décide si je peux gérer ma propre vie? Ce n'est pas comme ça. Ça ressemble exactement à ça. Nicole a tendu la main vers lui. Papa, j'ai déjà perdu maman. Je ne vais pas rester les bras croisés pendant que quelqu'un d'autre contrôle tout ce que tu as bâti. Et voilà. 14 ans de ressentiment condensés en une seule phrase. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Une partie de Nicole me voyait encore comme la femme qui avait pris une place qui appartenait à sa mère. Peut-être que la peur de perdre François s'était transformée en peur de perdre ce qu'il possédait. Je n'arrivais plus à faire la part des choses. Ils sont partis 20 minutes plus tard. Le lendemain matin, quelqu'un a frappé à notre porte d'entrée. Un huissier de justice se tenait sur le porche. François a lu la première page 2 fois avant de s'asseoir à la table de la cuisine. Nicole avait déposé une requête. Il s'est frotté le visage avec les 2 mains. Elle veut vraiment qu'un tribunal dise que je ne peux pas prendre soin de moi-même. Je me suis assise à côté de lui. La veille, Nicole avait essayé d'hériter d'un homme mort. Maintenant, elle essayait de prendre le contrôle d'un homme vivant. Et cette fois, elle avait des papiers officiels. Rachel Dubois n'a pas perdu de temps à essayer de nous réconforter. C'était l'une des raisons pour lesquelles je l'appréciais. C'était une avocate spécialisée en droit des personnes âgées à Indianapolis, probablement dans la cinquantaine, avec des lunettes de lecture suspendues à une fine chaîne autour du cou et le genre de voix calme qui vous faisait écouter. Elle a lu la requête de Nicole pendant que François et moi étions assis en face d'elle.
Puis elle a fermé le dossier. Ne rejetez pas cela parce que ça semble insultant, a-t-elle dit. Nous le prenons au sérieux, nous y répondons avec soin, et nous documentons tout. François s'est agité sur sa chaise. Je ne suis pas incompétent. Je n'ai pas dit que vous l'étiez. Rachel a hoché la tête. Et maintenant, nous allons montrer au tribunal pourquoi elle a tort. Le problème était que Nicole n'avait pas rempli sa requête de mensonges évidents. Cela aurait été plus facile. Elle utilisait des faits. François avait récemment été hospitalisé pour un rythme cardiaque irrégulier. Il avait subi une opération du genou. Ses médicaments avaient changé plusieurs fois. Il avait oublié un rendez-vous en cardiologie l'hiver précédent. Il y avait aussi le petit accident chez CVS. François avait reculé avec son camion dans un abri à chariot. Personne n'avait été blessé. Le camion avait une égratignure. À l'époque, nous en avions ri. Nicole a appelé ça une preuve de jugement déclinant. Puis il y avait la facture d'électricité en double. François l'avait payée en ligne, avait oublié, et l'avait payée à nouveau 2 jours plus tard. À 40 ans, cela aurait été qualifié d'erreur. À 66 ans, apparemment, ça avait sa place dans un dossier judiciaire. Au cours des 2 semaines suivantes, Rachel nous a fait rassembler les dossiers médicaux, les relevés de compte et tout ce qui pouvait documenter la façon dont François vivait réellement. Le pire pour lui a été l'évaluation cognitive. Je me suis assise à proximité pendant qu'un neuropsychologue lui posait des questions qui auraient semblé presque insultantes dans d'autres circonstances. Quel jour sommes-nous? Où sommes-nous? Mémorisez ces mots. Faites cette soustraction. Expliquez comment vous payez vos factures domestiques. François a répondu avec soin. Il s'en est bien sorti. Quand nous sommes retournés au parking, je m'attendais à ce qu'il soit soulagé. Au lieu de cela, il s'est tenu à côté du camion, la main sur la portière, et a fixé le sol. Quoi, ai-je demandé. Il a secoué la tête. Quand j'avais 45 ans, oublier le nom de quelqu'un signifiait que j'étais fatigué. J'ai attendu. À 66 ans, quelqu'un le note sur un presse-papier. C'est là que j'ai compris ce que Nicole lui avait vraiment pris. Ce n'était pas de l'argent, pas encore. Elle l'avait rendu conscient de son âge. Chaque parade, chaque mot de passe oublié, chaque fois qu'il me demandait de conduire devenait quelque chose qu'il se demandait si les autres remarquaient. Et je n'ai pas été épargné non plus. La requête de Nicole suggérait que j'avais isolé François et l'avais influencé pour qu'il change son plan successoral. Un jeudi après-midi chez Croget, j'ai vu la sœur de Suzanne près du rayon des fruits et légumes. Elle m'a repéré. Puis elle s'est soudainement montrée très intéressée par une autre allée. Quelques jours plus tard, une femme de l'église m'a demandé à voix basse, « Comment va François, mentalement ?» Je suis rentré à la maison furieuse. François était assis dans son fauteuil inclinable en train de regarder une rediffusion des Colts d'Indianapolis. Je voulais lui dire ce qui s'était passé. Je ne l'ai pas fait. Il avait déjà assez de soucis. Puis Rachel a trouvé l'argent. Ironiquement, elle l'a trouvé parce que Nicole avait prétendu que les finances de François devenaient désorganisées. Rachel a examiné plusieurs années d'activité de compte. Les premiers transferts douteux ont commencé à l'époque de l'opération du genou de François. À ce moment-là, il pouvait à peine descendre les escaliers. Il prenait des analgésiques, allait en kinésithérapie et dépendait de tout le monde plus qu'il ne l'aimait. Il avait donné à Nicole un accès temporaire pour l'aider avec les factures. Je m'en souvenais. À l'époque, cela avait semblé tout à fait raisonnable. Rachel a étalé plusieurs pages sur son bureau. Il y a environ 187 000 $ ici qui me préoccupent. François a cligné des yeux. Quoi? Une partie était simple, des virements, des paiements, de l'argent qui a finalement atterri sur des comptes liés à l'entreprise de construction de Bertrand. Environ 175 000 $ pouvaient être suivis avec une confiance raisonnable. Environ 12 000 $ supplémentaires avaient été déplacés par des retraits et des transactions beaucoup plus difficiles à expliquer. J'ai pointé du doigt ces derniers. Alors, qu'arrive-t-il à cette partie? Rachel m'a regardé. Nous ne pourrons peut-être jamais prouver exactement où chaque dollar est allé. Mais si nous le savons? Savoir et prouver ne sont pas toujours la même chose. Je détestais cette phrase. François parlait à peine. 4 ans plus tôt,
il avait ouvertement prêté à Nicole et Bertrand 85 000 $ lorsque l'entreprise de Bertrand était en difficulté. Ce prêt n'était pas un secret. François avait même plaisanté en disant qu'il devenait la banque de la famille. Mais c'était différent. Je ne leur ai jamais donné 100 000 $ de plus, a-t-il dit. Rachel a tapoté un document. Alors nous devons parler de ça. Elle l'a tourné vers lui. Il y avait la signature de François en bas. Je l'ai regardé. Il m'a regardé. Est-ce la vôtre, a demandé Rachel. François a pris le papier. Son visage a changé. Oui. Aucune hésitation. Aucune accusation de faux. C'est ma signature. Le document avait été signé peu de temps après son opération du genou. Il donnait à Nicole une autorité limitée pour gérer certaines affaires financières pendant sa convalescence. François l'a relu, puis une troisième fois. Et si je lui avais dit qu'elle pouvait aider Bertrand, a-t-il demandé. J'ai senti mon estomac se serrer. L'avez-vous fait? Il m'a regardé. Je ne sais pas. Cette réponse l'a effrayé. Je l'ai vu immédiatement. Une fausse signature aurait été simple. Quelqu'un d'autre aurait été le méchant, et François aurait été la victime. Mais cette signature était réelle. Ce soir-là, il a à peine mangé son dîner. Vers 21h, je l'ai trouvé assis sur le bord du lit de la chambre d'amis. Il tenait une vieille photo dans sa main, Nicole a peut-être 9 ans, une dent de devant en moins, assise sur les épaules de François à la foire de l'État de l'Indiana. Elle pensait que je pouvais tout réparer, a-t-il dit. Je me suis assise à côté de lui. Après un moment, il a dit, peut-être qu'elle se souvient de quelque chose que j'ai oublié. Je voulais lui dire absolument pas. Je ne pouvais pas. Je n'étais pas là pour chaque conversation entre eux. Et pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, je me suis demandé si nous pouvions nous tromper sur une partie de l'histoire. Le lendemain soir, Rachel a appelé. J'ai répondu dans la cuisine. Eliane, j'ai fini d'examiner cette autorisation. Ma main s'est crispée sur le téléphone. Nicole avait bien l'autorité. J'ai fermé les yeux. Puis Rachel a ajouté, mais pas pour ce qu'elle a fait. Rachel nous a demandé de venir le lendemain matin. Elle avait l'autorisation étalée sur sa table de conférence avec des onglets jaunes collés sur les bords. La signature est réelle, a-t-elle dit. Et Nicole avait la permission d'agir pour vous pendant votre convalescence. François a hoché la tête. Nous avons établi cela. Mais la permission a des limites. Rachel a fait glisser le document vers lui. Nicole avait été autorisée à payer les factures médicales de François, à gérer les dépenses du ménage, à déplacer de l'argent entre ses propres comptes et à s'occuper de certaines transactions à son profit pendant sa convalescence. Rachel a tapoté un paragraphe. Ce que je ne vois pas, c'est la permission de financer l'entreprise de Bertrand. François s'est penché plus près. Ce n'est pas là. Non. Elle a sorti une autre feuille. Je ne vois pas non plus la permission de payer leur carte de crédit personnelle, de contribuer aux améliorations de leur maison, ou de faire des retraits en espèces non liés à vos dépenses. J'ai regardé François. Il n'avait pas l'air soulagé. Cela m'a surprise. Pendant des jours, il avait été terrifié à l'idée d'avoir oublié d'avoir donné sa permission à Nicole. Maintenant, nous savions qu'il ne l'avait pas fait, pas de manière significative. Mais la vérité était pire d'une autre manière. Nicole n'avait pas trahi sa confiance en la falsifiant. Elle l'avait utilisée. François avait donné une clé à sa fille parce qu'il ne pouvait pas se déplacer après une opération, et elle avait tranquillement commencé à ouvrir des portes qu'il n'avait jamais eu l'intention de lui laisser toucher. Sur le chemin du retour, il n'a presque rien dit. Ce soir-là, les choses ont fini par exploser entre nous. Il était debout au comptoir de la cuisine en train de regarder de vieux relevés quand il a dit, peut-être que je lui ai quand même dit 1 ou 2 fois qu'elle pouvait aider Bertrand. François. Je dis peut-être. Nous avons les papiers. Ça ne veut pas dire qu'on se souvient de chaque conversation. J'ai posé le torchon. Que veux-tu que je te dise? Je veux que quelqu'un me dise ce qui s'est réellement passé. Je te dis ce que je sais. Il s'est tourné vers moi. Tout le monde me dit ce que je sais. Nicole dit que je ne me souviens pas. Les avocats me demandent de quoi je me souviens. Les médecins testent ce dont je me souviens. Sa voix s'est élevée.
Et maintenant, tu t'y mets aussi. Ça m'a piqué. Je suis la seule personne qui ne le fait pas. Il s'est arrêté. J'aurais pu lui dire exactement ce qu'il voulait entendre. J'aurais pu dire, tu ne lui as absolument jamais donné la permission. Mais je ne le savais pas. Et après 14 ans de mariage, je n'allais pas le réconforter avec un mensonge. Il est monté. Je suis resté dans la cuisine et j'ai lavé la même tasse à café 2 fois avant de réaliser ce que je faisais. Nous nous sommes à peine parlé le reste de la nuit. 2 jours plus tard, Rachel a appelé avec autre chose. Lors de l'échange de dossiers, son bureau avait reçu d'anciens messages textes entre Nicole et Bertrand. L'un d'eux expliquait beaucoup de choses. Bertrand avait écrit « Ton père ne rendra pas ça public. Il préférerait encaisser la perte plutôt que de dire à tout le monde que sa propre fille a pris de l'argent. » La réponse de Nicole était plus courte, « Il me pardonne toujours. » François a lu ces mots au bureau de Rachel. Puis il les a relus. J'ai vu quelque chose changer sur son visage. Pas de la colère, exactement. De la reconnaissance. Pendant des années, chaque fois que Nicole se mettait dans le pétrin, François l'aidait. Quand elle a accumulé des dettes de cartes de crédit dans la vingtaine, il l'a aidée. Quand elle a eu besoin d'argent après son divorce avec son premier mari, il l'a aidée. Quand l'entreprise de Bertrand a failli faire faillite, François leur a prêté 85 000 $. Nicole et Bertrand ne croyaient pas nécessairement que leur trace était parfaite. Ils croyaient que ça n'avait pas d'importance. François n'embarrasserait jamais sa fille publiquement. Il encaisserait la perte, préserverait la paix familiale, protégerait Nicole des conséquences. François a reposé le papier sur le bureau de Rachel. C'est là qu'ils se sont trompés. C'était la première fois depuis l'arrivée de la requête qu'il semblait être lui-même. Pourtant, retrouver sa confiance a nécessité plus qu'une bonne phrase. François avait cessé d'aller à son petit déjeuner du jeudi avec les hommes avec qui il travaillait. Il prétendait ne pas avoir faim. Je savais que c'était faux. Il pensait que tout le monde avait entendu parler de l'affaire de tutelle. Un jeudi matin, j'ai déposé ses chaussures à côté de son fauteuil. Habille-toi. Il a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. Pourquoi? Nous allons chez Bob Evans. Je n'ai pas faim. Tant mieux. Leurs portions sont de toute façon trop grosses. Il m'a dévisagé. Est-ce que ça fait partie de ma rééducation? Oui. Biscuits et exposition publique. Ça l'a fait rire. Alors, nous y sommes allés. Et vous savez ce qui s'est passé? Rien. Personne n'a demandé à François en quelle année on était. Personne n'a testé sa mémoire. Son ancien contremaître s'est plaint des impôts fonciers. Un autre gars a discuté des colts. Quelqu'un a passé 10 minutes à expliquer pourquoi ces nouveaux appareils auditifs étaient censés lui gâcher la vie. François était assis là, buvant du mauvais café et étant traité comme un homme ordinaire de 66 ans. Cela a fait plus pour lui que ce à quoi je m'attendais. Après cela, il a pris une décision concernant sa succession. Pas une décision colérique. Nicole n'a pas été complètement déshéritée. Les fonds d'éducation des petits-enfants sont restés intacts sous la gestion d'un fiduciaire indépendant. J'ai été protégé dans la maison. Nicole n'aurait plus jamais d'autorité sur les finances de François, et toute part éventuelle qu'elle recevrait tiendrait compte de l'argent dont il a été prouvé qu'il avait été pris indûment. Bertrand n'a rien reçu. Mes petits-enfants n'ont pas fait ça, a dit François. C'est tout. Puis l'avocat de Nicole a envoyé à Rachel une proposition de règlement. Nicole retirerait la requête de tutelle si François me retirait de certains rôles financiers, nommait Nicole pour gérer ses affaires, et acceptait de ne pas poursuivre les transferts contestés. Rachel a fini de lire et a regardé de l'autre côté de la table. Eh bien, a-t-elle dit, cela lève tout mystère restant. François a carrément ri. L'audience de tutelle était fixée au centre gouvernemental et judiciaire du comté de Hamilton à Noblesville. La veille au soir, François a préparé une veste de sport neuve. Le lendemain matin, ses doigts étaient raides, alors je l'ai aidé avec une manchette. Il avait l'air embarrassé. Je n'en ai pas fait mention. Elle pense que vieillir m'a rendu facile à manipuler, a-t-il dit. Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? François a attrapé sa canne. Me présenter. Et c'est exactement ce à quoi Nicole ne s'attendait pas.
Nicole était déjà à l'intérieur de la salle d'audience quand nous sommes arrivés. Elle avait Bertrand à ses côtés et 3 parents assis derrière eux, y compris la sœur de Suzanne, la même femme qui m'avait évité chez Croget. Je comprenais pourquoi ils étaient là. Nicole avait passé des semaines à raconter aux gens la même histoire, son père déclinait, sa seconde femme le contrôlait, et elle essayait seulement de le protéger. Puis François est entré avec sa canne, n'ayant pas l'air d'avoir 20 ans de moins, ne prétendant pas que son genou ne lui faisait pas mal. Juste François. Nicole l'a regardé, puis a rapidement détourné le regard. Son avocat a commencé par la santé de François, l'hospitalisation, le remplacement du genou, les médicaments, le rendez-vous manqué en cardiologie. Même l'abri à chariot de CVS a fait une autre apparition. François a répondu sans essayer de se faire paraître parfait. Oui, j'ai oublié le rendez-vous. Oui, Eliane conduit plus que moi. Oui, parfois j'entre dans une pièce et j'oublie pourquoi j'y suis allé. L'avocat de Nicole a jeté un coup d'œil au juge. François a ajouté, mes genoux sont mauvais. Mon oui n'est plus ce qu'elle était. Rien de tout cela ne signifie que ma fille me possède. J'ai vu Rachel cacher un tout petit sourire. Puis est venu le document que je redoutais. L'avocat de Nicole a produit l'autorisation financière. Il a interrogé François à ce sujet avec soin. C'est bien votre signature? Oui. Et vous avez volontairement donné à votre fille l'autorité de gérer les affaires financières? Certaines affaires financières. Mais vous lui faisiez confiance. François a regardé Nicole. C'est vrai. Pendant quelques minutes, j'ai senti que l'affaire nous échappait. Le papier était authentique. François l'avait signé. Personne ne pouvait changer cela. Puis Rachel s'est levée. Elle n'a pas contesté un seul mot. Oui, a-t-elle dit. Monsieur Mercé faisait confiance à sa fille. Elle a demandé à Nicole si l'autorisation lui permettait de payer les frais médicaux de François. Nicole a dit, oui. Les factures du ménage. Oui. Déplacer des fonds entre les comptes de François pour son bénéfice? Oui. Puis Rachel a changé de direction. Où est-il autorisé que vous transfériez son argent dans l'entreprise de votre mari? Nicole a hésité. Ça me donnait une autorité financière. Ce n'était pas ma question. Silence. Rachel a posé des questions sur les paiements de la carte de crédit de Nicole et Bertrand, puis sur l'argent lié aux améliorations de leur maison. Puis sur les retraits qui n'avaient rien à voir avec les soins médicaux ou les dépenses ménagères de François. L'avocat de Nicole s'est opposé à certaines parties, et le juge a maintenu Rachel concentrée. Cela a en fait rendu l'ensemble plus sérieux. Pas de discours dramatique, juste des chiffres et des documents. Rachel n'a pas non plus prétendu que nous pouvions prouver chaque dollar. Environ 175 000 $ pouvaient être liés avec une confiance raisonnable à des transactions en dehors de l'objectif que François avait autorisé. Environ 12 000 $ supplémentaires avaient été déplacés par des retraits en espèces et d'autres activités trop floues pour être clairement établies. J'étais contente qu'elle l'admette. La vérité n'était pas parfaite. Elle n'avait pas besoin de l'être. Puis François a décrit l'appel téléphonique. Il a raconté au juge exactement ce qu'il avait entendu Nicole dire ce mardi matin-là. Mon père est mort la nuit dernière. Il m'a tout laissé. Vous n'aurez rien. Nicole a secoué la tête. J'étais confuse. Je pensais qu'il était mort. François l'a regardé. Tu pensais que j'étais mort? Tu n'étais pas confuse sur ce que tu voulais après. Ce fut le premier moment où Nicole a commencé à perdre son sang-froid. Elle a insisté sur le fait que Bertrand avait géré de nombreuses transactions. Bertrand s'est tourné vers elle. Tu savais ce qu'on faisait. Je savais ce que tu me disais. Tu as dit que ton père ne remarquerait même pas la moitié. Le visage de Nicole a changé. Bertrand s'est tu. Personne n'a eu besoin d'expliquer ce qui venait de se passer. Même Bertrand a semblé le réaliser environ 2 secondes trop tard. Le juge a appelé à l'ordre. Après cela, l'atmosphère dans la pièce a changé. Vers la fin, François a été autorisé à parler de ses souhaits et de sa relation avec Nicole. Il a posé ses 2 mains sur la poignée de sa canne. Tu as pensé que j'étais faible parce que j'ai vieilli, a-t-il dit. Nicole a commencé à pleurer. François n'a pas haussé la voix. Je sais que je suis plus lent.
Eliane conduit quand je ne me sens pas stable. Elle m'aide pour des choses que je faisais moi-même avant. Parfois j'oublie des noms. Parfois mon genou me fait si mal que je ne veux pas quitter la maison. Il a fait une pause. Avoir besoin de l'aide de ma femme ne fait pas de moi la propriété de ma fille. Nicole a essuyé son visage. François a baissé les yeux une seconde avant de continuer. L'argent a fait mal. Ces papiers de justice ont fait mal. Mais ce n'était pas le pire. Il l'a regardé directement. Le pire, c'était d'entendre à quel point tu avais l'air heureuse quand tu pensais que j'étais mort. Personne n'a bougé. J'avais été en colère contre Nicole pendant des semaines. À ce moment-là, je ne l'étais plus. Je me sentais juste terriblement triste pour François. La requête de tutelle a échoué. Il n'y a pas eu d'arrestation digne d'un film après. Personne n'a mis les menottes à Bertrand à la sortie du tribunal. Rachel a expliqué que l'argent contesté était une affaire distincte. L'affaire de tutelle est terminée, nous a-t-elle dit. L'argent, non. C'était suffisant. À l'extérieur du palais de justice, Nicole m'a rattrapé. François et Rachel étaient quelques pas en avant. Tu l'as monté contre moi, a dit Nicole. Je l'ai regardé. Il y avait 100 choses cruelles que j'aurais pu dire. Je n'en avais besoin d'aucune. Nicole, ton père était assis à côté de moi quand tu as célébré sa mort. Je n'ai eu besoin de le monter contre personne. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. François est sorti par les portes derrière nous, s'appuyant un peu plus lourdement sur sa canne que ce matin-là. Je suis allé vers lui. Ça va? Il a expiré. Fatigué. Puis il a jeté un coup d'œil au palais de justice. Pour un homme mort, je pense que je m'en suis plutôt bien sorti. J'ai ri. Lui aussi. Et après des semaines de médecins, d'avocats, d'accusations et de gens décidant de ce que François pouvait ou ne pouvait pas faire, nous avons marché jusqu'à notre camion exactement à son rythme. Personne ne l'a pressé. Gagner au tribunal n'a pas réparé notre famille. Je pense que cela a surpris François. Pendant des mois, Nicole lui a à peine parlé. Pas d'appel le dimanche, pas de photos aléatoires des petits-enfants. À Thanksgiving, elle a envoyé un texto de 2 lignes au lieu de venir. François a fait semblant que cela ne le dérangeait pas. Je savais que c'était faux. Une nuit, je l'ai trouvé assis à la table de la cuisine après minuit, retournant son téléphone dans ses mains. Peut-être que j'aurais dû laisser tomber pour l'argent, a-t-il dit. Et la tutelle? Il n'a pas répondu. Ce n'était pas une question d'argent, François. Je sais. On peut pardonner à quelqu'un sans lui redonner les clés. Il a hoché la tête, mais lentement. C'était la partie difficile. Personne ne vous parle des limites. Parfois, faire ce qui est juste ne fait pas du bien. Parfois, ça fait juste mal différemment. Le litige financier a mis des mois à se régler. Nous n'avons jamais récupéré chaque dollar. Le bureau de Rachel pouvait documenter environ 175 000 $ assez bien pour poursuivre, mais certains retraits en espèces restaient trop flous. Finalement, Nicole a accepté de rembourser une partie substantielle au fil du temps plutôt que de continuer à se battre. François a accepté. L'entreprise de construction de Bertrand n'a pas survécu à l'année suivante. Non pas parce que François l'a détruite. Cette distinction comptait pour moi. François a simplement cessé de les secourir. Bertrand a finalement pris un emploi salarié de chef de chantier. Nicole a repris le travail à plein temps. Ils ont vendu leur maison surdimensionnée et ont déménagé dans un endroit plus petit. Pendant des années, chaque fois que Nicole tombait, François avait discrètement mis un coussin sous elle. Cette fois, il a reculé. La gravité a fait le reste. Il n'a jamais puni les petits-enfants. Leurs fonds d'éducation sont restés exactement où ils étaient, sauf que François a nommé un fiduciaire indépendant pour les gérer. Mes petits-enfants n'ont pas fait ça, m'a-t-il rappelé. Quelques mois plus tard, sa petite-fille aînée lui a envoyé une carte d'anniversaire. Rien de cher, juste une carte avec une écriture de travers à l'intérieur, « Joyeux anniversaire, papy. Je t'aime. » François l'a lu au comptoir de la cuisine. Puis il l'a mise sur le réfrigérateur avec un aimant de notre vieux voyage à Gatlinburg. Il n'a jamais mentionné le règlement ce jour-là. La carte comptait plus. La vie est redevenue ordinaire,
ce qui était exactement ce dont nous avions besoin. François a commencé la rééducation cardiaque et s'en est plaint avec une constance impressionnante. Il a perdu 5 kilos en plusieurs mois. Son genou lui faisait toujours mal. Il avait encore des étourdissements occasionnels s'il se levait trop vite. Et oui, parfois je l'aidais encore avec ses chaussettes de compression. Je ne rajeunissais pas exactement non plus. Des années de travail, la ménopause, le stress et le fait de prendre soin des autres avaient aussi changé mon corps. Il fut un temps où je regardais de vieilles photos en me demandant où cette femme plus mince était passée. Finalement, j'ai arrêté de me poser la question. Elle n'était partie nulle part. Elle avait simplement vécu 15 ans de plus. Environ 8 mois après l'audience, Nicole a demandé à François de la retrouver pour un café, seul. Je lui ai dit d'y aller. Quand il est rentré, je n'ai pas posé de questions tout de suite. Il a accroché sa veste, s'est versé de l'eau et s'est finalement assis en face de moi. Eh bien, elle s'est excusée. J'ai attendu. De bonnes excuses. Il a fait la grimace. Ça a commencé de manière terrible. J'ai ri. Nicole a d'abord blâmé Bertrand, puis les dettes, le stress, sa peur après avoir perdu sa mère, son ressentiment envers moi. Mais finalement, elle a dit quelque chose d'honnête. J'ai commencé à penser à ce que tu avais comme quelque chose qui était déjà à moi. François m'a dit qu'il était resté assis là un moment avant de répondre. Puis il a dit, tu as commencé à hériter de moi avant que je ne sois parti. C'est la phrase que Nicole a finalement semblé comprendre. François ne lui a pas redonné accès à ses comptes. Elle n'est pas devenue sa mandataire. Il n'y a pas eu d'étreinte dramatique ni de promesse que tout serait comme avant. Ce n'était pas possible. Mais ils ont recommencé à se parler, prudemment. Parfois, le pardon est une porte que l'on ouvre de 15 cm au lieu de l'ouvrir en grand. C'était suffisant. Un samedi matin, des mois plus tard, François et moi étions assis à la même table de cuisine où tout ce gâchis avait commencé. Son pilulier était à côté du porte-serviette. Je buvais du café. François beurrait du pain grillé. Puis mon téléphone a sonné. Nous l'avons tous les deux regardé. François a pointé son couteau à beurre vers moi. Réponds. Pourquoi? La dernière fois que nous avons reçu un appel avant le petit déjeuner, j'ai découvert que j'étais mort. J'ai souri. Techniquement, j'ai aussi répondu à cet appel. Il y a réfléchi, puis a hoché la tête. Tu vois? La mémoire est encore bonne. J'ai ri si fort que j'ai failli renverser mon café. Et étrangement, ce matin ordinaire ressemblait plus à une victoire que le tribunal ne l'avait jamais fait. Nous étions plus âgés, plus lents, un peu plus lourds, un peu plus prudents en descendant les escaliers. Mais nous étions toujours là, prenant toujours nos propres décisions, toujours assis à notre propre table. Le vieillissement peut vous ralentir. Il peut changer votre corps et façonner votre confiance. Mais il ne donne à personne, pas même à la famille, le droit de vous prendre votre dignité en même temps. Si vous avez déjà eu à fixer une limite avec quelqu'un que vous aimiez encore, alors vous savez probablement pourquoi c'était plus difficile que ça en avait l'air. Parfois, se protéger et aimer quelqu'un doivent exister en même temps. Merci de m'avoir écouté.